Le podcast Tribu est produit avec le soutien de Maroc Télécom. Bienvenue les amis dans un nouveau podcast Tribu de Radio Ma'arif. Nous sommes avec Hassan Rachik qui a sorti un livre qui s'appelle Le Maroc rural, dictionnaire socio-anthropologique. Salut Hassan. Salut Comment et merci. Ça va bien? Bien. Ouais. Bah écoute, on te reçoit à l'occasion de la sortie de ce livre et on s'amuse à parcourir les thèmes que tu as décrits dans ce dictionnaire que je conseille à tout le monde. Et on voudrait parler un peu de politique. On voudrait parler un peu de politique, d'autorité locale. Alors quand on dit autorité locale, ça fait très discours officiel. Et on voulait parler pour commencer des qaïds, parce qu'il y a une grande confusion. Aujourd'hui, un qaïd, on sait ce que c'est. Mais qui était cet homme en fait? Qui était cet homme? Alors c'est une fonction, c'est une autorité locale, c'est un pouvoir local si on veut. Et là c'est une entrée dans le dictionnaire, une entrée où il n'y a pas uniquement l'institution actuelle, une description de l'institution actuelle, mais une description de l'histoire. Voilà. En trois étapes, en gros, Exactement. Le qaïd avant la colonisation, le qaïd pendant la colonisation et le qaïd à partir de l'état indépendant. Et son rôle change complètement, quoi. C'est vraiment l'histoire de ce qu'est la modernisation d'une institution, si on veut. On aurait presque pu changer de nom, en fait. Oui, effectivement. Donc c'est l'histoire d'une institution qui était traditionnelle et qui est passée de ce qu'est une institution traditionnelle à une institution moderne. Moi, j'aime bien cet article parce que c'est une sorte de modèle d'analyse pour toutes les institutions, que ce soit les jama'a, que ce soit le village, que ce soit... Et donc, la première étape, le qaïd, dans la société traditionnelle, deux choses à retenir. La première, c'est que le makhzen, ou l'état traditionnel général, pas uniquement le makhzen ici, avait une capacité limitée à contrôler tout le territoire. Oui. Capacité logistique, humaine, financière, oui. etc. Oui. Donc, les qaïds, il y avait la partie Siba au Maroc, qui était insoumise, ou la partie qui n'est pas contrôlée par le makhzen, et il y a la partie qui est contrôlée par le makhzen. Mais dans les deux cas, le qaïd n'est pas forcément nommé par le makhzen. Donc, il y a des enjeux locaux qui font que Glaoui va devenir qaïd, ou Gundafi va devenir qaïd, etc. Il va s'imposer, d'abord localement, et puis chercher la reconnaissance du sultan et du makhzen avec un daïr, etc. Donc c'était important. Institution traditionnelle veut dire tout simplement que, il n'y avait pas de hiérarchie, il n'était pas sous les ordres de le qaïd, super qaïd, le pacha, le préfet ou l'amel, et puis il n'y avait pas ça, donc c'était le pouvoir. Il était relativement autonome et indépendant par rapport au makhzen. Oui. Il n'était pas rémunéré, donc il n'y avait pas de salaire fixe. Il n'y avait pas de séparation entre les biens du qaïd et les biens publics, comme pour le qaïd moderne. Et donc il y a une série de caractéristiques qui fait que c'est une institution traditionnelle. Alors traditionnellement, si je résume, c'est l'homme fort de la tribu qui va demander, qui va se faire valider par le pouvoir central. Oui, voilà. Et qui est chargé principalement des impôts. Il collecte des impôts, voilà. essentiellement. Mais de façon, en reversant une partie au makhzen. Oui. Mais sa rémunération est dans cette collecte. On ne peut pas parler de rémunération, mais bon, il prélève bien sûr, il prélève sur l'impôt, il prélève sa part, parce que la redevance est discutée d'avance. Telle tribu va donner... Doit-on. Voilà, il se débrouille. Voilà, et puis tel quinto de céréales, telle quantité de ceci, de cela, etc. Lui, bon, il collecte, d'accord, parce qu'il collecte, c'est le makhzen qui décide le volume et la quantité de l'impôt, et lui, il prélève, entre-temps, il prélève sur... Maintenant, le problème n'est pas là, le problème c'est le rapport entre le pouvoir local et le pouvoir central. Dans un État traditionnel, il y a une fragmentation du pouvoir. Vous n'avez pas un maillage, un réseau qui fait que chacun... Le qaïd Glaoui, c'est un qaïd, mais il avait comme territoire quelque chose qui va de Marrakech jusqu'au Dra. Le sud de Marrakech. Et puis vous pouvez, dans les Amours, vous pouvez avoir un petit qaïd sur une petite tribu de 1000 personnes. D'accord. Donc il n'y avait pas, une certaine standardisation, uniformisation de ce qu'est un qaïd. Donc tout dépend. Maintenant vous êtes qaïd d'un village, vous allez devenir qaïd d'une fraction, muqaddam d'abord d'un village, puis cheikh ou amrar d'un 3 ou 4 tribus, et puis par la suite, vous allez devenir qaïd. Donc c'est un processus d'accès à un pouvoir personnel local, et puis par la suite, même si vous êtes autonome, même si votre tribu est dans le Bled Siba, il est beaucoup plus intéressant, qaïd, de chercher la légitimité du pouvoir central. Et puis, il y a d'autres liens entre les deux.
qaïd traditionnel, donc c'est une évidence, mais ça va changer. Il vient de la tribu. Oui. Il s'impose localement. Oui. Il rend des comptes à qui, en fait? À personne. À personne. À personne. Sauf, bien sûr, le makhzen, il a un droit de regard sur le qaïd. D'accord. Un droit de regard, c'est-à-dire, bon, on ne peut pas parler de destitution parce que c'est un mot qui est plus valable à l'administration moderne, l'administration bureaucratique actuelle. Mais s'il dépasse certaines limites, bien sûr, le makhzen, il a un droit de regard sur lui. Mais ce n'est pas une responsabilité hiérarchique. C'est tout simplement, vous avez dépassé les normes. Je n'ai pas d'exemple maintenant en tête. Parce qu'en fait, le critère, si je comprends bien, le critère aussi d'évaluation, c'est le désordre ou l'ordre, en fait. Parce que si on. C'est ça. L'odeur des autres et puis la collecte de l'impôt. Voilà. Donc c'est. Voilà, s'il y a un ordre. Et c'est lié, parce que trop d'impôts crée du désordre. Exactement, donc la collecte de l'impôt. Et puis, bon, il y avait des caïds qui étaient emprisonnés par les sultans dans l'île de Saïwara, etc. Donc, c'était pas non plus rose-rose entre eux. Mais ce qu'il faudra retenir pour l'évolution, c'est voilà le point de départ, oui. Voilà le type de caïd qui existait. Il n'était pas nommé forcément. Il peut être nommé par le makhzen dans certains cas, mais il n'est pas nommé forcément par le makhzen. Et puis avec la colonisation, avec le pouvoir colonial, on arrive à la deuxième étape. Ouais. Cette deuxième étape, on va maintenir quelques éléments de l'état traditionnel, mais on va quand même apporter quelques changements. Le changement le plus important, c'est que le chef de la région français va proposer au résident général, Lyoté et les autres joints, Noguès qui sont venus après, 3 noms. Le résident valide les 3 noms, et puis parmi les 3 noms, le sultan choisit un. Donc il y a quand même une certaine bureaucratisation de la nomination, donc ce n'est pas qui veut être caïd, même s'il y a toujours une consécration. Bien sûr, le caïd Glaoui, il était caïd, il ne dépendait pas de... Il n'a pas attendu le résident général qui va proposer, etc. etc. C'est une sur-mesure. Hein. Voilà. Et donc, il y avait déjà ce changement, on va dire, dans la nomination. Mais sur le plan, il n'y avait pas de salaire, le qaïd, mais également, le cheikh et le muqaddam ne touchent pas un salaire fixe, numéraire. On leur autorisait de prendre pour le qaïd 6% de l'impôt et pour le cheikh 4% de l'impôt collecté. Donc, on est resté dans le makhzen, on est resté un peu dans le makhzen traditionnel. C'était mi-figue, mi-raisin. Oui, mais il y a une remarque intéressante d'un administrateur français, justement, sur cette période intermédiaire entre le traditionnel et le moderne d'aujourd'hui. C'est quand, dans un rapport, un des bureaucrates français dit un des avantages de ce système, c'est qu'on n'a pas à payer des bureaux, ça se passe chez lui à la maison. On est toujours dans le thème du mélange du public et du privé, qui aujourd'hui peut peut-être nous choquer, parce que on a été éduqués différemment, mais qui à l'époque était complètement normal. C'est Dar Qaïd, Daro, Khdemtso. Ce qu'il collecte, c'est lui, c'est le makhzen, et même les 6 et 4% dont tu parles, je me demande bien comment on pouvait vérifier une telle... c'est pas possible, derrière la montagne. Comment tu veux savoir ce qu'il a pris? Il y a même une anecdote qu'on raconte, que je n'ai pas racontée dans le livre, c'est les paysans, ils sont également malins, ils sont intelligents, et parfois on veut leur filer le coq le plus maigre, en tout cas un coq moyen. Et eux, ils avaient leur technique, donc on attachait le coq à un fusil, et si le coq ne tire pas le fusil, on ne le prend pas. Ah d'accord, pour vérifier qu'il était valide. Exactement, pas valide, fort. Fort, voilà. Donc, si tu ramènes les coqs, mais les coqs qui peuvent tirer un fusil. Bon, peut-être la prochaine fois, je vais la rajouter. Donc, il y avait, pas de séparation de biens, c'est resté la même chose. Donc, c'est les mêmes caractéristiques, exactement, les mêmes caractéristiques du qaïd traditionnel. Sa fonction principale, bien sûr, c'est être qaïd, mais il avait les terres, il y avait de l'eau, il y avait de l'irrigation, il avait des troupeaux, etc. Donc il ne vivait pas de sa fonction, il n'avait pas un salaire. Donc c'était mi-figue, mi-raisin, donc une institution qui est restée en gros traditionnelle, avec, comme tu viens de le rappeler, que le coût de l'administration était presque nul. Ben oui. Presque nul, quasi nul. L'administration de rural ne coûtait pas grand-chose. Quand je dis quasi nul, c'est parce qu'il y avait le chef de la région, il y avait le hakam, il y avait le contrôleur civil, il y avait les militaires, etc. Donc, bref, la modernisation, le changement le plus significatif, c'est la révolution avec l'État. Pardon ? C'est la révolution, arrive après, quoi. Oui, si vous voulez, on peut parler de ça, mais on va dire c'est un changement structurel. Je peux parler d'un changement structurel très significatif où le qaïd va recevoir un salaire, une rétribution. On parle d'aujourd'hui, on parle du système qui est valable aujourd'hui. Qui est valable aujourd'hui, voilà. Qui est le même.
n'a rien à voir avec la tribu. Il n'est plus recruté dans la tribu, en tout cas en principe, on peut toujours trouver le fils de X, etc. Mais le principe de l'administration de l'État indépendant, même en dépit des ressources humaines qui étaient très maigres au départ. Donc, vraiment, pour trouver des gens qui sont instruits, qui peuvent gérer et qui peuvent devenir qaïd, c'était un peu difficile. Donc, rémunération, séparation des biens publics et des biens privés, ce qui est le top de l'administration rationnelle en Europe. Tu n'es plus aristocrate, tu n'es plus qadi et tu vas rendre justice dans ta maison, etc., ou chez toi, etc. Donc, il faudrait cette séparation des biens publics, la hiérarchie, qui est un critère crucial dans la définition d'une administration bureaucratique, rationnelle, etc. Donc, il y a une hiérarchie. Le qaïd, bon, il y a, en dessous du qaïd, il y a le sheikh et le muqaddam, et puis en dessous, il y a le super qaïd, et puis le pacha, etc., etc. Et le plus important encore, c'est que c'est sa fonction principale et parfois exclusive. C'est son métier. C'est son métier. Oui, il y a une Il autre. n'est pas comme le sheikh actuel, rural, comme le muqaddam actuel, qui touche des indemnités, mais ce n'est pas sa fonction principale. Il ne peut pas vivre des indemnités de sheikh, bon, 2000 dirhams, autour de 2000 dirhams, 2700 dirhams, quelque chose. Donc c'est sa fonction principale. Et puis, étranger à la tribu. Et lié à un territoire et non pas une tribu. Exactement. Il commande un territoire, il Voilà. n'est pas une tribu, et il est étranger à la tribu, ce qui était impossible, même pendant la colonisation. Donc, vous êtes qaïd de la tribu, c'est parce que vous appartenez à cette tribu, l'élite de la tribu, les notables de la tribu. Peut-être que vous avez hérité ça de votre arrière-grand-père, etc., etc. Et donc, moi, j'aime bien, quand on fait l'histoire d'une institution, de voir un peu ces césures, ces transformations qui font que l'institution a changé, le nom Est resté. est resté. Mais le sous-texte du nom est resté. C'est-à-dire, quand on dit le qaïd aujourd'hui, même avec ces. Bon, qaïd d'aujourd'hui est moins puissant que le qaïd. On est bien d'accord. C'est un salarié. C'est un salarié d'un ministère qui est muté, qui est noté, qui est. Voilà. Mais par contre, dans l'imagerie populaire, il a gardé ce mot de qaïd, le côté un peu, j'ai envie de dire, effrayant de l'ancien temps. Enfin, dans mon esprit. Hein. Je ne sais pas si. Non, mais écoute, ça t'engage, c'est bien. Vas-y. Non, mais quand on écrit des paroles et qu'on cherche le symbole d'autorité locale, c'est le qaïd. Ouais. C'est قال لكم القايد هداو. Il y a une chose aussi qu'on voudrait bien faire avec toi rapidement, c'est de descendre la hiérarchie, parce que sous le qaïd, tu l'as dit, il y a le sheikh, et sous le sheikh, il y a le muqaddam, c'est bien ça. Oui. Voilà. Et encore aujourd'hui, quand on descend au niveau du muqaddam, il y a des muqaddams aujourd'hui qui ne sont pas des salariés, c'est-à-dire ils sont indemnisés, Monde rural. monde rural. Le monde urbain, c'est des salariés. D'accord. Et alors, où est-ce que se situe le amraj dans cette affaire-là? Alors, un mot sur le qaïd. J'ai signalé dans le dictionnaire que Mahdi Ben Barka a essayé de changer le nom de qaïd. Oui, j'ai vu ça. Et donc, il a proposé mon mot tasarrif, mais ça n'a pas marché. Oui. Ça n'a pas marché. Donc, juste pour couper avec l'histoire et pour ses connotations, avec les connotations que tu viens un peu de rappeler. Là, mais Moutasarrif, c'est plus dur à chanter que qaïd. On a bien fait de garder le. Pour chanter l'ancien qaïd, et puis le mot tasarif, on peut. Donc, il y a ça. Pour le, On va faire des rimes avec if. Non, mais je rigole. pour le monde rural, le cheikh est resté. Donc, en gros, le profil du cheikh et du muqaddam correspond à l'institution traditionnelle. Donc, il n'y a que des indemnités. Le cheikh, ce n'est pas sa fonction principale. Il est commerçant, il est éleveur, il est agriculteur, il est autre chose. Donc, il vit un peu de ça. Et souvent, il est perdant. Qui fait chez les perdants? Il est perdant parce que les dépenses qu'il doit faire sont beaucoup plus élevées que ses indemnités. Donc, D'accord. L'hospitalité, etc. Mais bon, c'est un jeu de notabilité locale. Donc, perdant par rapport à ses indemnités, gagnant sur le plan symbolique, D'accord. gagnant sur le plan des réseaux, etc. etc. Moi, j'étais avec les chirs parce que c'était des interlocuteurs, des affrontants avec le muqaddam. Donc, dans le sourd, donc, avec son petit cartable, son petit cachet. Donc, on est dans un café, les gens viennent et puis ils leur livraient le certificat de célibat, de résidence, ou des choses comme ça. Je parle de chirs en milieu rural. Et des chirs qui est loin un peu des centres urbains, parce que quand on est centre urbain, on a un petit bureau, etc. Je parle de vraiment. Et donc, il n'a pas de fonction. Ce n'est pas sa fonction principale. Les biens publics, la séparation des biens publics et la séparation des biens privés n'existent pas, ni pour le muqaddam, ni pour le chif, etc. Et donc, il y a bien sûr, il y a des contraintes structurelles. La modernisation, ce n'est pas quelque chose de mental, c'est pas je veux me moderniser et puis bon, vas-y. Donc, il y a des contraintes structurelles, ça marche en milieu urbain, parce que vous n'avez pas beaucoup besoin de plusieurs muqaddam comme en milieu rural. Un muqaddam ici peut
vu la densité. Ouais, c'est des dizaines de milliers de personnes. Voilà, vu la densité, alors qu'au milieu rural, les villages sont un peu dispersés, etc., etc. Et donc, un Muqaddam, c'est 3 villages, un shir, c'est tribu ou 2 tribus maximum. Et donc, c'est resté. L'amrar, dans tout cela, l'amrar, c'est l'équivalent du shir, en gros. Même dans les pays berbérophones, maintenant, on parle de shir ou d'amrar. Mais l'amrar avait une connotation, c'était proche du qaïd parfois. D'accord. Parce qu'il n'y avait pas cette hiérarchisation. Il y a un qaïd et puis il y a l'amrar. Non, il y a l'amrar. L'amrar, c'est quelqu'un qui est le chef d'eux. D'accord. Il ne reçoit pas ses ordres d'un qaïd, etc. D'accord. C'est pas une pyramide, quoi. C'est pas une pyramide. Ouais. Mais si on dit Amral Imran, par exemple, ça veut dire il peut avoir un Amral qui est chef de plusieurs Amral. Ça existe. Il y a d'autres appellations. Prenez l'exemple des Aïtata. Aïtata, c'est de Temgrot jusqu'à Zilal. Il y a ceux de l'ombre et ceux de la lumière. Voilà. Ouais. Et donc, ils avaient un Amrar qui est élu en principe, normativement, chaque année, etc. Il s'appelait Amrar. Il n'y avait personne au-dessus de cet Amrar. D'accord. Mais lui, il avait des aides, j'ai oublié maintenant comment on les appelle en berbère, il avait des aides qui ne sont pas Amrar, si ma mémoire est bonne, mais peu importe. Et donc, comme le territoire est très vaste, il avait un peu des lieutenants, si tu veux, etc. C'est du sur-mesure, quoi. Exactement. Alors moi, je voudrais juste attirer votre attention... Mais Amrar, c'est vraiment comme le shir. C'est le même Amrar, c'est quelqu'un d'adulte, de grand. C'est resté en berbère pour la femme, Tamrar. Mais pour l'homme, on a choisi un autre nom. Donc. Détail intéressant, le mot shir, il n'est pas exclusivement politique. Hein. Il existe un shir elma, par exemple, voilà, qui gère les ressources collectives aquatiques. Exact. Voilà, un mqaddam al-ma'rouf, c'est-à-dire celui qui va gérer les sacrifices et les repas traditionnels. Mqaddam des noces, je ne sais pas comment il s'appelle, je l'avais noté, mais Mchelia, bien sûr. C'est une femme. C'est une femme. Oui, c'est la seule occurrence que j'ai trouvée où il y a tel mqaddamt. Il y a une femme muqaddam. Donc, elle s'occupe des noces. Je n'ai pas retrouvé cette institution dans mes lectures ni dans mes autres terrains. Dans le monde gnawa, tu as des mqaddama aussi, qui peuvent gérer le rite. Oui. Dans le monde des chevaux, tu as un mqaddam qui peut gérer une sorba. Donc c'est un mot générique, quoi. Oui. C'est un mot générique, sauf que pour le mot mqaddam, ce n'était pas une fonction féminine. La mqaddama des noces, c'est une fonction féminine. Ce n'est pas une fonction masculine. Et puis par la suite, il est devenu, comme on dit maintenant... comment on appelle ça? Féminisation. D'accord. Féminisation. Non, elle est conçue féminine. Elle est conçue féminine, ne peut être que féminine. C'est-à-dire, c'est une femme qui se charge. Donc, la fille, il y a une fille qui s'est mariée, bon, je ne sais pas, 15 kilomètres plus loin, et c'est elle qui va aller inspecter si vraiment le mari s'occupe bien d'elle. Bon, il fait beaucoup de choses le jour des noces, mais parmi les choses qu'il fait post-noces, c'est d'aller voir, et puis, si la femme est maltraitée, s'il n'a pas de vache, s'il n'a pas de ceci, donc il va crier ça au village. Et forcer le mari à bien s'occuper d'elle. À se ressaisir. Ouais. Voilà. Merci beaucoup pour ces éclaircissements. C'est Hassan. À la prochaine, les amis, pour un nouveau podcast Tribu. C'est pas fini tout ça. Le podcast Tribu est produit avec le soutien de Maroc Télécom. Maroc Télécom, un monde nouveau vous appelle.